Donc, pour débattre de cette question d'un or produit dans des conditions socialement et environnementalement responsables, nous avons 4 panélistes. Nous commencerons par entendre M. Philippe Fournier, secrétaire général de la Swiss Better Gold Association, qui a un diplôme d'ingénieur de l'EPFL et un MBA de l'INSEAD, un entrepreneur qui a travaillé avec Procter & Gamble à Genève, puis dans l'agribusiness, notamment dans l'agribusiness thaï, n'est-ce pas ? Depuis 2012, M. Fournier est secrétaire général de la Better Gold Association, qui est une association de la branche à but non lucratif, soutenue par le secrétariat d'État à l'économie, le SECO. Puis nous entendrons M. Charles Chausse-Pied, président ad intérim du Conseil de la joaillerie responsable, du Responsible Jewelry Council, depuis le mois de juin, et qui a une vingtaine d'années d'expérience professionnelle dans l'industrie horlogère et la bijouterie, dont 8 ans comme directeur général adjoint chez Cartier. Piaget, pardon. Excusez-moi, chez Piaget. Oui, oui. Nous entendrons ensuite Madame Florie Marion, qui est porte-parole chez la Fondation Max Havelaar Suisse depuis 2011 et qui a travaillé essentiellement dans la communication comme experte de communication et qui va nous parler notamment du Gold Fair Trade, label pour l'or certifié, comme étant produit dans des conditions qui respectent les principes du commerce équitable. Puis nous aurons ensuite M. Daniel Schweitzer, que j'ai présenté tout à l'heure. Peut-être pour les 3 premiers panélistes, les principales questions, c'est au fond depuis quand et pour quelles raisons vous êtes-vous engagé en faveur de la certification dans le secteur de l'or? Comment fonctionne cette certification? Et quels en sont les impacts? Est-ce que vous pouvez déjà noter des impacts tangibles pour les communautés dans les pays producteurs? Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez et quelles sont vos priorités pour les mois et années à venir? Sans plus attendre, je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas répéter ce que Sabrina a si bien couvert, en essayant de répondre à vos questions. Donc, il y a 6 ans, j'ai rencontré une très bonne amie Verlet, qui se trouve ici dans notre salle, qui m'a parlé des difficultés qu'elle avait pour s'approvisionner en or avec une certaine traçabilité éthique. Et donc, moi, comme j'étais entrepreneur, j'avais du temps libre, j'ai passé pas mal d'années avec elle pour essayer de trouver des solutions. Au début, c'était très difficile de discuter de ces choses avec les intervenants. Mais petit à petit, on a vu qu'il y a eu un virage dans les mentalités. On a vu que le gouvernement suisse s'intéressait de plus en plus. Et on a pu, sur plusieurs années, travailler avec le SECO sur une approche qui permettait de mettre le secteur privé et public ensemble pour essayer de résoudre par petits pas, petit à petit, ce problème que tout le monde commence à connaître. Donc, d'un côté, il y a le côté privé, donc l'association Swiss Better Gold, et de l'autre côté, il y a le SECO et bientôt la DFAE qui va participer aussi bientôt pour créer la Better Gold Initiative. Et l'idée est d'essayer d'aider les mineurs artisanaux et petits mineurs, en commençant par le Pérou, où le SECO investit des sommes relativement importantes pour améliorer les conditions et aider ces mineurs à être certifiés. Nous n'avons pas inventé des standards, nous nous appuyons sur nos partenaires comme Fairtrade, Fairmind et RJC. C'est des standards qui sont très bien faits, ils les améliorent au fur et à mesure aussi. Et donc on n'a pas voulu réinventer quelque chose qui fonctionne bien, on a voulu justement donner une meilleure dynamique pour que ces standards s'appliquent de façon plus systématique au Pérou. Donc, déjà en 2 premières, n'est-ce pas? Je continue. D'accord. Après, donc l'association a été créée en avril 2013, donc elle a déjà plus de 2 ans de fonctionnement. Les premiers envois d'or à des membres en provenance du Pérou ont été effectués en octobre 2013. Donc là, on a déjà, je dirais, plus qu'une année complète d'activité. On voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt dans l'industrie suisse, à tous les niveaux, les marques, les affineurs, les banques,
Donc il y a des membres très importants des entreprises suisses qui nous ont rejoints dans cet effort. Et donc, je dirais les deux problématiques lesquelles nous nous attaquons le plus. Une, c'est comment on peut convaincre un nombre plus important de mineurs artisanaux et petits à vouloir être certifiés. Il y a une certaine résistance, donc il faut vraiment trouver sur le terrain des moyens pour les convaincre de démarrer cette certification. Et on essaie d'apporter avec le SECO des réponses et des méthodes qui pourraient aider et faciliter cette approche-là. Et la deuxième, disons, problématique sur laquelle nous nous attaquons de front, c'est comment on peut augmenter le nombre de chaînes de valeur. C'est relativement compliqué de créer des chaînes de valeur de A à Z, de la mine jusqu'à la marque ou à la banque, parce qu'il y a des relations très privilégiées entre les différentes sociétés. Il y a des grosses questions sur la sécurité, sur la traçabilité. Donc, pour mettre tout ce petit monde ensemble pour bien travailler, ça prend beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de travail. Peut-être la dernière question, est-ce que vous voyez déjà un impact ou vous pensez qu'il est encore... Oui, alors pour le Pérou, on voit qu'il y a un impact tangible. Les mines qui ont déjà été certifiées depuis quelques années, plusieurs années, certaines quelques mois, on voit que leur or a tout de suite preneur ici en Suisse à des conditions qui sont nettement plus avantageuses qu'auparavant. Donc même s'ils n'arrivent pas à obtenir toujours la prime de certification Fair Trade ou Fair Mine ou la nôtre, celle de l'association, les affineurs suisses leur ont permis de vendre leur or à des bien meilleures conditions qu'avant. Les affineurs suisses, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent à ces petites mines au prix de l'or des grandes mines, en leur offrant l'avantage de pouvoir exporter leur or. Et ça leur donne aussi plein d'autres avantages, comme la déductibilité de la TVA et d'autres outils qui leur permettent de mieux gérer leur petite entreprise. Merci, Monsieur Fournier. Monsieur Chausse-Pied, nous avons entendu donc les difficultés liées au monitoring dans la chaîne de valeur, notamment la question de la traçabilité que vous avez mentionnée. Vous qui travaillez au fond directement avec les consommateurs, donc tout à fait en aval de la chaîne de valeur, peut-être il serait intéressant de voir comment, avec la Responsible Jewelry Council, vous avez envisagé ces questions de certification et comment vous traitez de ces problématiques aussi liées à la chaîne de valeur qui va jusqu'aux communautés aux communautés productrices. Alors là, merci beaucoup. La réponse à la première question est rapide. En fait, le Responsible Jewelry Council est une norme, est un standard, donc ça n'est donc pas un label. Donc le consommateur ignore complètement ce qu'on fait, il ne le sait pas, et il ne le saura pas pour l'instant, puisque ça n'est pas dans les objectifs de notre mouvement aujourd'hui d'aller porter le message au consommateur. À contrario de Fairtrade ou de Fairmine, qui sont des labels. Donc là, je tiens à faire la différence. Parce que Madame la conseillère tout à l'heure a parlé de Fairtrade, avec raison d'ailleurs, mais il existe d'autres initiatives, d'autres structures qui n'ont pas pour mission d'aller vers le public. Pourquoi ? Parce que nous, on a estimé depuis le départ que toute l'industrie avait le droit de pouvoir améliorer ses pratiques et avoir accès à un certain nombre de standards qui donc les faisaient progresser. Et c'est pour ça qu'on reste ouvert. Alors je reviens un petit peu dans l'historique pour qu'on comprenne. Le Jewelry Council a été fondé en 2005. Si vous vous rappelez, en 2005, c'était juste après les Conflict Diamonds, c'était juste après la construction du Kimberley Process, qui a été une réponse mondiale par des États. Donc 107 États ont signé un contrat pour créer une chaîne de garantie sur le transfert des diamants bruts. 2-3 ans après, donc, on s'est dit, donc les gens se sont rencontrés et ont dit, mais il n'existe rien pour l'or. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'or et le diamant ? Donc, pour le diamant, on a pris bien sûr le Kimberley Process. Pour l'or, on a décidé, entre autres, de créer le Responsible Jewelry Council qui a couvert l'or, les diamants et le platine, de la mine à la vitrine. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de faire un syndicat de fabricants, un syndicat de marque ou un syndicat de mine. L'idée, c'est de dire, on va essayer de prendre tout le flux
toute la supply chain du métal, depuis la mine jusqu'à la vitrine, et d'essayer d'améliorer cette chose-là, et en tout cas, en ce qui nous concerne, nous déjà, de pouvoir éviter ce que vous avez vu dans ce film. Bon. Entre autres, il y avait De Beers, Cartier comme fondateur, pour ne pas les nommer. En 2 mots, donc, de quoi s'agit-il? On a choisi parmi les principaux standards qui existaient à l'époque, donc par exemple les droits humains. On a pris donc la Déclaration des droits de l'homme que vous retrouvez bien dans la loi suisse OLT3 ou OLT4 si vous la connaissez. On a pris également les lois sur les transferts d'argent, sur blanchiment d'argent qu'on retrouve très facilement dans les règles de l'IFRS et du SOX, qui sont des règles américaines les plus difficiles. On a pris également tout ce qui portait sur l'environnement. On a pris la santé-sécurité, tous les aspects qui portaient sur les conditions de travail. On a pris également tout ce qui existait en due diligence sur l'analyse des partenaires, donc les fournisseurs et les clients. On a fait un tout, donc à peu près 500 questions. Et ceci, aujourd'hui, est un bloc de normes que vous devez aujourd'hui respecter pour pouvoir rester membre et vous faire certifier par le Jury Council. Donc la certification est en faite par un auditeur externe, bien sûr. Ce n'est pas nous qui nous auto-certifions. Bon, nous sommes 650 membres aujourd'hui. Ça représente 350 000 personnes. Ça ne veut rien dire parce qu'on est encore... Nous sommes une norme. Nous ne sommes pas dirigeants de ces entreprises. Les sociétés, quand vous additionnez tout, vous arrivez à 28 milliards, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est peu en même temps, parce qu'en fait, c'est un peu le fer de lance de la profession. Donc vous avez toutes les grandes marques, le groupe LVMH, le groupe Kering, le groupe Richemont, vous avez De Beers, Tiffany, vous avez quelques gros Chinois. Bon, il nous manque bien sûr des Chinois, on n'en a pas suffisamment. On a quelques Indiens, à peu près une centaine, c'est pas suffisant. Donc c'est volontaire, donc vous vous inscrivez. Une fois que vous êtes inscrit, vous devez passer l'examen, tous les 3 ans. Vous avez 2 niveaux d'examen, vous avez bon père de famille, ça s'appelle le code des pratiques. Alors, le code des pratiques, c'est respecter les 500 questions, mais ça concerne votre comportement à vous. Il faut prouver que vous le faites correctement. Vous avez l'examen supérieur, cette fois, concerne le flux des produits. Ça, c'est la chaîne de garantie. Ça ne concerne pas l'entreprise, ça concerne le flux des produits. La traçabilité du métal, la traçabilité des diamants. Voilà, ça, c'est la manière dont ça fonctionne. Ça n'est pas un label, je le répète. On a très peu de budget. On a 1,4 million de livres anglaises de budget. On est 10 personnes. Voilà. Donc, ce n'est pas non plus des moyens illimités. Souhaitez-vous que je conclue sur un sujet particulier? Oui, peut-être en termes d'impact. Est-ce que vous avez déjà pu voir des impacts qui se remontent le long de la chaîne de valeur jusqu'aux pays, aux communautés producteurs? Et quels sont peut-être les obstacles principaux sur lesquels vous estimez prioritaire de travailler? Alors les impacts, les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Donc les bonnes nouvelles, c'est qu'effectivement les membres aujourd'hui non seulement sont certifiés, je dirais à 90%. Premièrement, leur chaîne de supply niveau 1, niveau 2 l'est aussi, puisque bon, on a quand même un effet de levier important sur nos fournisseurs, c'est clair. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et bientôt, on est en train, dans certaines des entreprises, des groupes qui sont clients chez nous, de mettre en place des chaînes de garantie, cette fois pour suivre les flux de produits. Ça, c'est très bien. La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne sommes qu'une élite, malheureusement, et nous laissons de côté tout ce qui est, on l'a vu tout à l'heure, tout ce qui est artisanal mining, puisque donc, les gens qui viennent vers nous sont plutôt des gens structurés, organisés. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec Swiss Better Gold, ça c'est une chose. On cherche aujourd'hui, effectivement, parce qu'on n'est pas idiot, les 10% d'artisanal miners représentent 100% des problèmes, on l'a vu dans le film. On l'a vu dans le film, c'est vrai que quand vous travaillez avec Rio Tinto ou avec des grosses entreprises, vous avez une certaine structure, un contrôle, un suivi et des gens qui négocient. Mais malheureusement, on n'arrive pas, nous, à travailler avec les petites structures. Donc le problème, c'est comment aller chercher, comment aider ces gens-là, comment aider les 90% des gens, les 18 millions de personnes qui sont dans des artisanal miners, à eux aussi pouvoir une vie décente. Ça c'est aujourd'hui le principal problème auquel nous faisons face.
Merci. Florie Marion, vous avez, avec Max Havelaar, lancé un label, Gold Fair Trade. Comment ce label s'inscrit dans ce contexte? Quel est son apport? Et comment voyez-vous les principales difficultés sur lesquelles il est essentiel de travailler dans les mois et années à venir? Alors, tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir invités. Effectivement, on a lancé le label Fairtrade Gold en Suisse il y a une année, c'était le 24 octobre l'année dernière. Donc, je tiens à préciser qu'il faut bien comprendre que c'est un processus qui est long, c'est un long chemin, et on n'est pour l'instant qu'au début. Le label Fairtrade Gold existe depuis plusieurs années, depuis 2010 en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est le premier pays à avoir lancé l'or Fairtrade. Aujourd'hui, il est très important, et ça a été dit dans la présentation, nous nous concentrons sur les mines artisanales et à petite échelle, ce qui représente à peu près 100 millions de personnes qui sont dépendantes de cette activité de près ou de loin. Ces personnes travaillent dans des situations qui sont dures, je pèse mes mots. Et il est de notre devoir de pouvoir apporter, de pouvoir leur offrir, en tout cas de faire en sorte qu'elles puissent travailler dans des conditions dignes et vivre dans des conditions dignes. Les chances pour ces mineurs et leur communauté, c'est le fait de pouvoir être formalisé et légalisé. Et ça représente déjà une grosse différence. Par la suite aussi, c'est que pour être certifié, la certification se passe dans les deux sens. Aussi bien du côté de ce qu'on appelle les preneurs de licence, donc ce sont les entreprises ici qui vont utiliser notre label, que du côté des mineurs ou pour des autres produits, des petits producteurs ou des plantations. Des deux côtés, il y a un processus qui va se passer. Il y a des audits qui vont être faits par un organisme qui s'appelle Flowcert. Cela prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Des deux côtés, il y a des audits qui sont réalisés. Et il est important de préciser que la formalisation et la légalisation des mines est compliquée. Ça n'est pas seulement au point de vue logistique, mais il y a plein d'acteurs extérieurs, d'enjeux extérieurs qui rentrent en ligne de compte. Donc aujourd'hui, il y a 3 mines certifiées Fairtrade au Pérou, Mactesa, Sotrami et Aurelsa. L'or Fairtrade qui arrive en Suisse provient majoritairement de Sotrami. Cela représente depuis une année, donc depuis le lancement, un petit peu plus d'une année, un peu plus de 40 kilos. C'est bien, mais il y a du potentiel d'amélioration, beaucoup de potentiel d'amélioration. Ce qui est réjouissant, c'est que dès le début, on a été soutenu par des entreprises. Et puis, j'ai quand même la fierté d'annoncer qu'on a une banque qui a lancé la semaine dernière les premières plaquettes en or, donc les petites plaquettes de 1 à 10 grammes qu'on offre à son neveu, à sa nièce ou sa filleule à Noël. C'est la Banque cantonale de Zurich. Elle a passé ce qu'on appelle chez nous un switch. Elle a changé donc toutes ses plaquettes en or Fairtrade. Donc voilà une idée pour Noël. Par contre, ce qui est difficile, aujourd'hui, on ne travaille pas seulement sur le Pérou, on a également 9 projets pilotes en Afrique. Et ce qui est très intéressant, c'est que, aussi bien du côté africain que du côté péruvien, les besoins centraux sont exactement les mêmes. Les mineurs ont exactement les mêmes besoins. Les besoins, ce qu'on pourrait appeler des besoins périphériques, sont très différents. Vous avez 2 manières très différentes de travailler, 2 types de mines très différentes. Et aujourd'hui, voilà, on est en train de travailler sur ces mines-là. On travaille au Pérou avec BGI, on travaille très proche, on est très proche. Et sur les projets africains, pour l'instant, ce ne sont que des projets pilotes, mais nous avons bon espoir que cela ne soit plus des projets pilotes, mais bien des certifications. Enfin, un autre défi, et celui-là est quand même de taille, c'est que du côté des consommateurs, quand un consommateur achète un produit certifié Fairtrade, il s'attend à avoir un produit écologique.
Or, de l'autre côté, vous avez une matière première qui est aujourd'hui relativement difficile à obtenir sans l'utilisation de produits chimiques. Et là, effectivement, on est face à une dualité qui est relativement complexe. Et c'est quelque chose qui va nous occuper durant encore de nombreuses années. J'ai répondu à vos questions? Oui, ce n'est pas un examen. Mais vous avez dit, Florie Marion, qu'au fond, vous rencontrez plein de problèmes pour essayer de certifier des mines, que ce soit au Pérou ou j'imagine dans les cas des projets pilotes en Afrique, parce que vous avez toute une série d'acteurs avec lesquels il faut s'engager et que, à l'heure actuelle, vous avez donc quelques dizaines de kilos que vous avez réussi à apporter ici, mais vous travaillez avec les grandes surfaces, vous travaillez avec des chaînes de magasins qui, je pense, peuvent avoir une demande bien supérieure à ce nombre de kilos actuels. Quels sont les principaux obstacles sur le terrain qui vous empêchent de passer de quelques dizaines de kilos à 1 tonne, voire plus? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien là, à nouveau, on est dans une espèce de champ de tension. Il faut avoir la demande des consommateurs. Aujourd'hui, elle est là. Il y en a, mais après, effectivement, on parlait tout à l'heure de bijoux. Tout dépend aussi des goûts des personnes et des bijoux qui sont proposés. Il faut aussi que ça plaise. Et puis, il faut que les entreprises s'engagent. Donc là, il y a un travail à faire ici. Et en même temps, il faut aussi pouvoir... on ne peut pas promettre et ne pas avoir les accès au marché derrière. Donc on doit pouvoir... C'est un espèce d'équilibrisme qu'on fait pour pouvoir apporter une offre qui répond à la demande, ne pas avoir plus d'offres que de demandes. Aujourd'hui, les 3 mines produisent à peu près 900 kilos. Vous avez 130 kilos qui sont vendus en conditions Fairtrade. Le reste est vendu soit en Fairmind, soit BGI. Et en Suisse, cela représente, comme je l'ai dit, plus de 40 kilos. Mais ce qui est, et c'est vraiment, j'appuie sur ce fait, c'est que cela ne fait qu'une année qu'on a été lancé. On travaille avec COP, on travaille avec Christ, on travaille avec une marque de haute joaillerie à Zurich. On travaille désormais avec la Banque cantonale de Zurich. C'est un travail quotidien qui va prendre un peu de temps encore. Daniel Schweitzer, vous pourrez bien sûr réagir à ce que nous avons entendu suite à votre travail de terrain que vous avez réalisé au Pérou, en Afrique. Mais j'aimerais aussi vous demander comment votre film a été reçu par les différentes parties prenantes, quelles ont été les réactions et peut-être au-delà des réactions, quelques actions qui auraient été entreprises suite au film que vous avez réalisé. Et au fond, ce dont on parle ici, est-ce que vous en avez perçu des bribes sur le terrain? Est-ce que vous pensez que ce sont des efforts qui se traduisent ou qui peuvent se traduire par des modifications et des changements importants par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous nous avez rapporté dans votre film? D'abord, j'aimerais dire que vous m'avez fait rêver ce soir. Je me suis dit que ça ne va pas si mal en fin de compte. Et moi, ce que j'ai vu dans l'envers du décor, eh bien, c'est tout le contraire. J'ai trouvé que vous étiez très pudique avec les termes que vous avez utilisés. J'ai trouvé que vous parliez de manière homéopathique. On parle de 40 kilos d'or, alors que c'est des tonnes qui sont extraites. Et on n'a pas parlé aussi des principales victimes, qui sont les populations locales. On parle des travailleurs. Alors certes, c'est un mieux, effectivement. J'ai vu la mine Sotrami au Pérou avec qui vous travaillez. Donc effectivement, ils respectent des conditions de travail décentes. C'est un plus. Mais il faut savoir qu'il y a des bassins de rétention d'eau qui contiennent de l'eau cyanurée, justement, et qu'il y a des risques écologiques qui sont très importants et qu'on est en train de banaliser. D'autre part, quand je parle des victimes, je parle des peuples autochtones, les populations locales, que ce soit au Brésil, les Indiens que vous avez pu voir dans l'extrait, entre autres, mais aussi au Pérou, par exemple, les campesinos. Les campesinos, eux, sont contaminés par des empoisonnements au cyanure ou au mercure.
On en parle très peu, mais là, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de victimes. C'est des gens qui vivent dans une souffrance. Et là, il y a un autre problème qui se greffe là-dessus, c'est le fait que les droits humains ne sont pas respectés au Pérou. Donc tout ça, on ne l'a pas dit, et j'aimerais bien qu'on recentre un peu ce débat, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut parler d'or propre. Non, il n'y a pas d'or propre. On peut parler d'un or moins sale, mais pas d'or propre. Il n'existe quasiment pas. Certes, quelques mineurs indépendants travaillent de manière très artisanale, font un or vert, effectivement, mais on communique alors là sur quelques kilos à peine, et même pas des dizaines de kilos. Donc je pense que le vrai débat, c'est la question de la responsabilité aujourd'hui des sociétés, des raffineurs, de toutes les chaînes de l'industrie, les joailliers, les bijoutiers, les fabricants de montres, qui effectivement sont quand même assez peu regardants jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le consommateur n'est pas conscient de ce qui se passe dans les pays du Sud pour l'extraction de l'or. Aujourd'hui, il faut le dire, l'or est sale, l'or n'est pas propre. Alors il peut être moins sale, oui, il y a des efforts, je vous en félicite, mais la solution, elle est peut-être sur la question de la traçabilité. Je pense qu'on n'a pas esquissé ce soir les vraies perspectives pour faire avancer les choses. Voilà un peu ma perception, mais on peut continuer. Continuons. Continuons peut-être avec ce que vous venez de mentionner sur la traçabilité. On a eu un rapport qui a été mentionné, un rapport de la déclaration de Berne, qui rapporte une étude détaillée sur de l'or raffiné en Suisse, déclaré au niveau des douanes comme provenant du Togo, mais le Togo ne produisant peu ou prou d'or, l'étude menée par la déclaration de Berne nous indique que cet or provient du Burkina Faso, produit surtout le fait de mineurs artisanaux, donc de mineurs qui sont essentiellement du travail des communautés locales et du travail d'enfants, dans des conditions environnementales et sociales qui sont effectivement épouvantables d'après le rapport tel qu'il nous rapporte les faits. La question là, c'est que peut-on faire, par exemple, la Better Gold Initiative, par rapport à ce fait qu'il n'y a pas de traçabilité dans le cas présent. Une raffinerie en Suisse achète de l'or déclaré comme or togolais, et cet or, au fond, provient du Burkina Faso, où il n'a pas été taxé, et c'est peut-être là un problème essentiel aussi de développement plus large, c'est qu'à l'heure où on a lancé un nouvel agenda de développement durable jusqu'en 2030, on a dit aux pays en développement, vous devez générer vous-même les recettes fiscales qui vous permettront de financer les objectifs de développement durable. Or, si la base fiscale s'en va sans pouvoir être taxée, il n'est pas possible pour ces pays de suivre, disons, de générer les ressources domestiques pour pouvoir financer les projets, les priorités dans le domaine de l'éducation, de la santé, et j'en passe. Donc, comment réagissez-vous ? Moi, je voudrais répondre de façon générale. C'est, je pense, très important le travail que vous faites avec les faits que vous nous mettez devant nos yeux, qui sont peut-être pas si connus dans le grand public. Donc, moi, je pense que c'est important de continuer à le faire avec la passion dont vous le faites, que les ONG qui continuent à regarder ces choses continuent à le faire. Ça, c'est important. Il faut vraiment que la société voit ce qui se passe. De notre côté, ce que je peux voir qui se passe par rapport à la substance fiscale que vous dites, les mines comme Sotrami, Magdesa, auxquelles nos affineurs membres achètent l'or directement. Avant, c'était des intermédiaires à Lima ou ailleurs. Directement, maintenant, ils touchent un prix qui est presque le prix de Londres, donc le fameux LBMA. Donc, ils touchent presque 99,5% du prix de Londres. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas dire que l'argent ne reste pas au pays. En tout cas, pour Sotrami, Magdesa, qui ont fait un très grand travail de certification, ça leur a pris du temps. On les a aidés. Fairtrade a fait un travail magnifique sur le terrain pour les aider. Le gouvernement suisse a aussi beaucoup aidé pour accélérer ces démarches qui sont malheureusement très longues. Donc on essaye. Après, c'est sûr que ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Il faut aussi que les pays sur place changent. Quand on voit au Pérou l'effort que fait le gouvernement péruvien actuel, j'espère que ça va continuer, d'éradiquer le problème à Madré avec un certain succès. Enfin, il reste beaucoup à faire.
Mais en tout cas, ils essayent. Alors peut-être il y a beaucoup de monde qui dit que la technique n'est pas la bonne, mais au moins ils essayent de faire quelque chose. Avant, il y avait une impunité totale. Donc voilà, c'est aussi très important que les pays sur place réagissent par rapport à ces gros problèmes environnementaux. J'aurais juste une question. Est-ce que vous êtes allé à Madre de Dios? Non, mais moi, je n'ai jamais été. J'aimerais bien y aller. Mais... Donc voilà, Madre de Dios, il faut savoir, c'est un no man's land. C'est une région où il y a 40 000 mineurs qui travaillent en toute impunité parce que le gouvernement péruvien laisse faire. Et effectivement, c'est des tonnes de mercure qui sont déversées dans les fleuves. C'est les images que vous avez vues aériennes d'ailleurs, ces espèces de plaines qui deviennent désertiques, qui sont totalement irrécupérables, écologiquement détruites, avec effectivement dans les sous-sols des tonnes de mercure qui vont rester pour des milliers d'années. Donc la situation est très difficile. L'effort du gouvernement péruvien, c'est de la communication. Je suis désolé, il faut le dire. Effectivement, ils montrent parfois des descentes de police, ils viennent, ils font sauter des barges, c'est filmé, on retrouve ça sur Internet et on se dit le gouvernement agit. Non, c'est pas vrai. Et effectivement, le problème, il est vraiment global. À la fois dans les zones illégales, Madre de Dios, mais aussi les grandes mines. La plus grande mine d'or du Pérou, qui est à Cajamarca, c'est Newmont, c'est une société américaine. Par contre, tout l'or de Newmont vient en Suisse pour être affiné. Donc là, il y a une autre responsabilité. Et qu'est-ce qui se passe à Newmont? Eh bien, il y a des infiltrations de cyanure régulières, il y a une pollution au mercure qui est catastrophique, et il y a des campesinos qui souffrent, qui sont dans une forme de désespérance, parce qu'effectivement, leur bétail est contaminé. Et en plus, il y a une autre guerre qui se dessine là-bas, c'est la guerre de l'eau. On n'en a pas parlé ce soir, on est très pudique, je vous l'ai déjà dit. La guerre de l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les principales ressources hydriques de l'altiplano péruvien sont maintenant réservées pour les industries extractives. Que ce soit les industries qui extraient le cuivre ou l'or. Et là, le cas de Cajamarca, c'est Newmont, c'est l'usine d'or qui produit la plus grande quantité d'or au Pérou. La situation, le tableau, il est vraiment très sombre. Et c'est vrai que je suis un peu gêné d'être là, un peu le vilain petit canard, mais je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et il faut effectivement essayer de se renseigner aujourd'hui beaucoup plus sur les cas et sur la réalité des faits. Nous allons bientôt passer la parole au public. Je vois déjà des mains se lever. Mais, Monsieur Chausse-Pied, vous travaillez vous aussi directement avec les consommateurs. Est-ce que, par rapport à l'impact que peut avoir un film, des reportages, long métrages qui essaient de montrer la situation, notamment dans le secteur informel, est-ce que vous faites face à une pression croissante, une demande croissante de la part des consommateurs et de la part même d'autres acteurs dans l'industrie? Alors, je répondrai pas suffisamment. Effectivement, on a fait plusieurs fois des études dans les boutiques pour regarder quel était le niveau de sensibilité des clients. Je dirais que pour eux, on est tous les mêmes. C'est-à-dire qu'on est ici, on est tous d'accord pour dire oui, il faut agir, c'est inadmissible, etc. Par contre, quand demain matin, vous êtes une jeune femme et vous voulez acheter une bague de fiançailles, vous le faire acheter par votre fiancé par la bonne règle, vous avez complètement effacé ça. Il n'y a pas de lien, les gens n'ont pas le même lien au même moment pour les mêmes choses. On a beau être sensibilisé à des problèmes d'environnement, on l'est tous, on a des enfants, on a des familles, on a les mêmes préoccupations. Maintenant, il y a une certaine, comment dirais-je, il y a un cloisonnement. Il y a un cloisonnement. Quand on parle de bijoux, on parle d'amour, on parle d'éternité, on parle mariage, on ne parle pas, on n'a pas envie de rentrer dans des problèmes de mercure. Ça n'a rien à voir, on s'auto-censure. C'est pas moi qui le dis, c'est les études qu'on fait. Bon, il n'y a pas de lien. Donc ce qu'on fait ici, on le fait parce qu'on a envie de le faire. Il faut le faire, il ne faut pas s'arrêter. Mais vous n'attendez pas que le monde entier, c'est les 8 milliards de personnes, n'attendez pas que ces gens-là viennent vous voir pour vous dire « je veux de l'or propre ». Ils ne le font pas suffisamment. L'attitude que les grandes marques ont, en tout cas dans le RJC, l'attitude qu'ils ont, c'est de dire, voilà, nous faisons des produits d'excellence. Nous avons en Suisse les meilleures montres du monde. Nous avons des horlogers qui sont des gens extraordinaires qui, depuis 5 siècles, font des montres.
Nous avons des bijoux à Paris extraordinaires. Nous avons une réputation et 200 ans d'histoire. Donc, et par conséquent, nous devons être irréprochables sur le sourcing. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de dire, voilà, c'est un bijou Cartier ou Van Cleef, mais c'est fait avec de l'or de merde. On ne peut pas faire ça. Donc, ce qu'on dit, c'est sous-entendu. C'est sous-entendu. Donc, il n'y a pas de demande du client, mais il y a une volonté, en tout cas les membres du RJC, de faire ce qu'ils peuvent. Alors, M. Schweitzer a raison, dire on n'a pas appréhendé, on n'a pas pris comme souci et comme objectif de résoudre le problème des 90 millions, des 90 millions de personnes qui souffrent, c'est clair, mais on fait ce qu'on peut pour essayer d'améliorer cette chose-là. Et vos membres qui sont chinois, indiens, vous en avez mentionné, vous voyez dans les pays émergents ou les pays du Golfe une certaine prise de conscience ou elle est encore moindre que ce que vous nous décrivez par rapport à la demande du consommateur ici? Alors, soyons honnêtes, il n'y a pas beaucoup de clients du Golfe et pas beaucoup de fournisseurs de Chine, donc je dirais que leur prise de conscience est proportionnelle à notre pression. Voilà, c'est-à-dire qu'on leur dit, coucou, vous êtes client, donc on souhaiterait que vous soyez des gens propres et responsables. Alors en ce qui concerne les magasins, c'est essentiellement le bribery et le blanchiment d'argent c'est pas tellement les problématiques de child labor. En ce qui concerne les fournisseurs, nous n'avons pas de fournisseurs, en tout cas en ce qui me concerne, on n'a aucun fournisseur ailleurs qu'en Europe, ça c'est clair. Mais on a des membres comme Signet par exemple, qui a 3500 magasins, qui aujourd'hui oblige tous ces fournisseurs chinois à être audités et certifiés au RJC. Il les oblige. Il leur dit, voilà, vous avez 1 an et demi, 2 ans pour le faire. Donc c'est clair, c'est comme ça que ça marche. Ça marche malheureusement. Alors évidemment, ça fait tache d'huile après. Mais on trace la route. C'est clair qu'on trace la route. Il n'y a pas de mouvement spontané pour devenir meilleur. Pourquoi? Parce que les règles du commerce, en général, les gros acheteurs viennent et ils cherchent un prix. Donc c'est ça. Donc quand vous achetez un produit bon marché en général, ne vous attendez pas à ce que les conditions de fabrication soient idéales. Le problème des bijoux, vous le retrouvez dans les t-shirts, vous le retrouvez dans les jouets. Donc si vous voulez avoir des produits de bonne qualité, fabriqués de manière responsable, ça coûte un petit peu plus cher. Il n'y a pas d'autres règles. Et Madame Marion, vous pouvez de votre côté confirmer ou vous voyez au contraire une forte demande qui vient de la grande distribution avec qui vous travaillez directement en Suisse? Alors moi, ce que je peux confirmer, c'est en tout cas la sensibilité des consommateurs. On a, c'était cette année, lancé une campagne qui s'appelle, alors en allemand ça marche, qui s'appelle Verheiraten, donc se marier fair, équitable. Et on a été dans les salons du mariage et on a interpellé des couples qui vont se marier, alors, qui viennent là pour acheter une alliance, qui est quand même le symbole de leur amour, le symbole de leur union, qui est quand même quelque chose de positif. Et quand on leur dit, mais est-ce que vous savez quand même qui y a derrière, qu'est-ce qui se passe derrière, les gens vous disent, ah non. Et alors on leur explique. Et tout d'un coup, les gens vous disent, mais oui, mais en fait, vous avez raison, mais on n'a jamais pensé à ça, enfin, on n'a jamais réfléchi à ça. Et alors après, ils nous demandent, oui, mais alors où est-ce qu'on peut le trouver? Et alors, effectivement, c'est là qu'il y a plusieurs possibilités, comme il a été expliqué pendant la présentation de Madame Herzog. Vous pouvez avoir des preneurs de licence, mais il y a aussi des partenaires, des orfèvres partenaires. Ces derniers n'imposent pas le label Fairtrade sur le produit fini, donc sur l'alliance, mais tout est certifié jusqu'au produit semi-fini, donc jusqu'à l'entrée chez l'orfèvre. Après, c'est à lui de décider ce qu'il fait avec cette matière première. Et donc, ça veut dire que les consommateurs ont le choix, ils peuvent aller chez un orfèvre et dire, voilà, nous, on voudrait faire nos alliances en or équitable, en or Fairtrade, certifié Fairtrade, parce que voilà, c'est important pour nous. Mais ce que je vous raconte là, voilà, on est peu, on peut pas faire des campagnes d'affichage énormes. Et là, on vient à un point qui est très important de nouveau de ce travail, qui dit qu'il faut qu'il y ait des synergies, qu'on trouve des synergies entre les différentes ONG. Et je trouve important de dire que oui, effectivement, les autres ONG en Suisse
entre autres aussi celles qui ont fondé Fairtrade Max Havelaar. C'est un travail qu'on peut faire ensemble de sensibiliser la population. Mais cela ne fonctionne pas, et comme le disait... merci, comme le disait Monsieur Chausse-Pied, ça ne fonctionne pas que pour l'or, pour toute la consommation. Ici, on est tous d'accord. Mais demain, quand vous irez faire vos courses, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre panier ?